C'est bon, je commence, hein. Bonjour à tous, bienvenue dans cette journée professionnelle un petit peu particulière pour cette 15e promotion de licence professionnelle analyse des entreprises et gestion des risques. En effet, cette journée était prévue en présentiel pour le 2 juin et suite au coronavirus, elle a été reportée par une nouvelle approche et on est débutant, donc par des webinaires. Ces webinaires, vous avez les adresses, donc à l'écran, vous pouvez retrouver globalement les adresses nécessaires pour assister aux 3 webinaires qui vont être dispatchés aujourd'hui, demain et après-demain. Sur le site de la licence gestion des risques, et donc vous aurez un premier webinaire, celle où vous êtes aujourd'hui. Le deuxième webinaire aura lieu donc on va y arriver, excusez-moi, le jeudi de 18h à 20h, et le dernier webinaire aura lieu le vendredi donc de 11h à 13h. Donc l'objectif de ces webinaires, c'est de permettre aux étudiants de réfléchir sur une thématique qui change tous les ans et qui, pour nous, cette année, on avait pris donc les risques psychosociaux et les droits au répit. Donc l'approche globalement qui a été faite suite à, des réflexions des étudiants, c'est que nous sommes partis sur un concept qu'il y avait 3 facteurs importants qui expliquaient éventuellement le geste final. 3 éléments qui nous permettent de dire que 3 facteurs qui sont le surendettement, la fatigue et la solitude, et que globalement, ces 3 facteurs-là, alors pour nous, c'est des dangers dans l'analyse de risque. Ces 3 facteurs-là, globalement, s'ils s'accumulent, ça peut entraîner éventuellement le geste final. Et donc, pendant ces 3 webinaires, les étudiants vont vous expliquer toutes leurs approches qui permettent d'expliquer pourquoi éventuellement on a un surendettement, pourquoi éventuellement on a une fatigue et pourquoi éventuellement l'agriculteur est seul. Et à chaque fois, ils proposeront également des traitements, éventuellement des éléments à mettre en place pour limiter le surendettement, pour limiter la fatigue ou pour limiter l'effet solitude. Alors, je ne vais pas insister plus lourdement. Globalement, je vais passer la parole au premier groupe qui va essentiellement traiter, entre autres, des facteurs externes à l'entreprise, puisque ce sera la thématique de la première journée. La deuxième journée sera centrée surtout sur des facteurs internes, c'est-à-dire internes à l'entreprise, et la dernière journée sera surtout centrée sur l'homme et les différents traitements en passant par le règlement amiable et l'aide juridique. Donc là, je vais passer la parole au premier groupe. Petit détail, pardon. Pour poser les questions, il convient d'utiliser le chat qui est en bas dans un système dans Converser. Et ces questions seront synthétisées par les gentils animateurs qui les poseront à chaque fin de thématique. Voilà. Je transmets la parole à monsieur. Alors, je le retrouve. Romain. Où tu es, Romain? Là, voilà. Donc, je te nomme animateur et je te donne la main. Et bon courage.
doit être bon, je pense. Non, on est... Alors, tu es pas en plein écran. Toujours pas bon. Bah, là, il faut que tu mettes ton PowerPoint en plein écran. Lire. Excusez-moi. Voilà. Je commence. Donc, pour débuter ce premier webinaire, on va commencer par les aléas climatiques. Donc, ces aléas, tels que la sécheresse, le gel, la grêle, les inondations, ainsi de suite, sont difficilement prévisibles et peuvent avoir de lourdes conséquences sur les exploitations agricoles. De plus, les agriculteurs peuvent anticiper en amont ces aléas pour éviter les catastrophes et ainsi une perte économique sur leur exploitation. De plus en plus, les aléas ne sont pas trop homogènes. C'est des règlements qui vont être en augmentation de plus en plus au fil des années suite au réchauffement climatique et à certaines pratiques qui dérèglent le cycle de la nature. Donc, j'ai résumé un peu les premiers cycles historiques, avec, comme on peut voir, les années 50, des vagues de froid, en 76, une crise canicule. Après, on commence le réchauffement climatique des années 70-90, avec une température moyenne de 13 degrés à partir des années 2000. Et on finit à 13,7 degrés en 2019 et on a sans cesse augmentation. Donc en 2005, une grosse inondation, en 2011, une sécheresse et en 2016, une année noire, une année très compliquée où on retrouve encore des séquelles dans certaines exploitations. Et donc, résumant ainsi, par rapport à cette sécheresse, on peut voir déjà au début des années 2000, on commençait, mais on n'était toujours pas en période de crise, alors qu'à partir de 2012, sachant que août et septembre, de plus en plus, on est en crise par rapport à ces sécheresses. Donc, comme on peut le voir en graphique ci-dessous, on peut voir qu'au début, vers les années 80 jusqu'aux années 60, aux années 2000, on avait des vagues, enfin juste des années, mais alors que de plus en plus jusqu'à nos années, on voit que c'est quand même de plus en plus homogène les années de chaleur à cause des augmentations de température. Donc pour cela, des aléas climatiques, donc pour la sécheresse, cela va engendrer des augmentations de température, des hivers moins froids. Donc pour ces augmentations de température, on va retrouver une érosion du sol, des baisses des eaux souterraines. Pour les hivers moins froids, une augmentation de présence des biomasseurs tels que les adventices, les insectes ainsi que les maladies. Et aussi pour le repos hivernal des cultures, ça va poser de plus en plus de problèmes. Pour tels que les orages aussi, on en retrouve donc forcément des fortes pluies, des baisses de rendement de qualité, des asphyxies des cultures avec les inondations, aux champs inondés, et la grêle avec une perte de production. Tout cela va engendrer une baisse de rendement et de qualité. Donc suite à ça, on va retrouver des baisses de revenus, des réserves superficielles restreintes avec des eaux souterraines, des réserves utiles de plus en plus moyennes, donc, et une dégradation des sols suite avec l'asphyxie et à la sécheresse. Pour cela, on va retrouver donc, ces leviers, donc des changements pratiques culturels. Le DEP, un levier fiscal depuis 2019, il consiste à lisser les revenus en vue d'améliorer la résilience, la viabilité et la compétitivité de l'exploitation. On va retrouver aussi des assurances, donc grêle, récolte, multirisque. Demander des indemnités telles que l'aide calamité sécheresse, si l'agriculture est bien loin. Donc récupération des eaux pluviales, donc avec des réserves d'eau. Donc même si cela est suite quand même avec une gestion, des captages des sources et une gestion volumétrique de l'eau pour éviter le gaspillage. Donc pour cela, on a voulu comparer deux types d'exploitation de 150 hectares moyenne, avec une rotation de colza blé orge et une autre avec une rotation mais un peu plus avec introduction de culture printemps. Donc pour la première, juste avec 3 cultures, on a moins de travail l'hiver au début
printemps, pas de matériel mot de graines en plus, donc pas de frais pour les semis, qui sont tous en libre. Par contre, on n'a pas de culture de printemps, pas de diversification, donc ce qui va engendrer une résistance et des adventices. Ne pas pouvoir jouer sur la floraison pour éviter le gel, et ne pas pouvoir jouer sur le long terme, sur le rendu. Alors que dans l'autre, c'est tout le contraire. On va pouvoir jouer sur cette floraison au niveau de printemps, pour les cultures de printemps, diversifier les bouchées, donc varier ses cultures aussi pour gagner, pour éviter les phénomènes de résistance, des cultures restructurantes aussi pour une meilleure filtration. Par contre, ce système-là va demander plus d'heures de travail au niveau du printemps. Donc pour cela, on a voulu faire un tableau de criticité par rapport aux différents aléas. Donc pour la sécheresse, donc un risque quand même, on trouve le plus important, une baisse de production, une perte économique, et une fréquence qui revient assez souvent au fil des années, gravité importante. Par contre, on retrouve quand même en prévention donc un binage aux deux arrosages, comme diraient les anciens, choix de variétés et espèces rustiques, des couverts végétaux pour l'humidité, donc diversifier les cultures, et on aura en protection des assurances. Pour la culture, pour l'aléa tel que le gel, forcément on va retrouver les mêmes risques avec une fréquence quand même moins élevée. À part cette année, on a quand même eu des risques des averses de grêle à certains endroits de notre terre. Donc une gravité quand même qui reste assez importante. Donc on va pouvoir jouer sur une variété et espèces moins sensibles au gel et plus tardives pour garder la floraison. Humidifier les plantes à certains endroits. Donc en protection, il reste des assurances. Après, concernant les fortes pluies, donc ce qui va engendrer l'érosion du sol, comme le lessivage aussi des éléments minéraux, baisse de production. Donc pour cela, on va pouvoir travailler en prévention, travailler le sol en bonne condition, si l'agriculteur peut, obtenir une meilleure filtration, et donc en protection, on va avoir une assurance tiers. Donc pour le vent, après, ça va être pour l'averse, la baisse de production. Donc pour cela, on va jouer sur le bon pilotage de l'azote, régulateur de croissance, plan de campagne et variété peu sensible à l'air. Voilà. Donc pour conclure, on va pouvoir voir que pour les agriculteurs, on retrouve quand même certains leviers pour jouer sur les aléas, pour essayer de contrer ces aléas, même si cela n'est pas toujours facile, et certains sont plus coûteux que d'autres. Donc je vais passer la main à mon collègue pour parler un peu plus de la fluctuation des prix, mettre en lien avec ceci. Voilà, normalement il est mis. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc pour suivre sur la présentation de Romain, on va essayer de parler de la fluctuation des cours qui sont indirectement liés aux aléas climatiques. Alors la fluctuation des cours, c'est un danger pour le monde agricole puisque il est imprévisible et dépend de la production mondiale. Donc on va essayer de s'intéresser à quelle est la cause de ces fluctuations. Ensuite, est-ce qu'il est possible pour moi de les anticiper? Quel est le risque majeur pour mon exploitation? Et enfin, comment je peux me protéger face à ces risques-là? Donc, les causes des fluctuations des cours. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les matières premières agricoles de type blé, orge, colza, maïs sont cotées en bourse, donc dépendent de la production et de la vente mondiale. Donc c'est soumis à la loi de l'offre et la demande. Donc les prix vont avoir une volatilité importante, donc des cours qui vont fluctuer en permanence. On peut retrouver cette fluctuation notamment liée à des aléas climatiques.
puisqu'une mauvaise année mondiale, même si ce ne sera pas localisé dans chaque région pareil, une mauvaise année va entraîner une baisse de l'offre, donc une augmentation de la demande et une augmentation des prix. Et inverse, si on a une augmentation des productions, donc une diminution des prix. En ce qui concerne le risque pour mon exploitation, donc le risque le majeur de la fluctuation des prix, c'est une perte de chiffre d'affaires. Donc pour vous illustrer tout ça, j'ai essayé de vous prendre un exemple un peu d'une exploitation typique du coin en grande culture. Donc sur 210 hectares de SAU, avec une rotation type blé, colza, orge, avec un rendement moyen pour 30 quintaux pour du colza, 60 quintaux pour du blé et 55 pour de l'orge. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le BE moyen pour ce genre d'exploitation, c'est de 60 000 euros. Donc en faisant mes calculs, je me suis rendu compte que... alors je me suis basé sur la saison 2019-2020 et j'ai essayé de comparer un peu le vente à terme le plus bas, la vente à terme au plus haut. Donc sur du colza, sur 70 hectares de colza, on a un écart de quand même 40 euros de la tonne, donc ce qui représente une perte sur la surface totale de 70 hectares de 8 400 euros. Sur du blé, où on fait 60 quintaux, c'est là où on a le plus grand écart de prix, où on a aussi 30 euros d'écart, mais ça représente une perte quand même à l'hectare de 180 euros. Et sur les 70 hectares, 12 600 euros. Ensuite, sur une orge, où là, cette année, l'orge n'a pas trop fluctué, on a eu que des écarts de 15 euros entre le plus bas et le plus haut. Donc ça nous fait perdre quand même presque 6 000 euros. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que sur ce type d'exploitation de 110 hectares en rotation blé, colza, orge, on a quand même, en vendant au plus bas, on perd quasiment 27 000 euros par rapport à si on l'avait vendu au meilleur prix. Donc, quelles sont les solutions pour anticiper et se protéger face aux fluctuations de cours? Donc, la première solution, c'est de vendre sur les marchés à terme. Donc, les marchés à terme fonctionnent de la manière suivante. On va mettre en place un contrat pour vendre un lot de 50 tonnes de la culture. Donc, on va ensuite estimer un prix auquel on va vouloir le vendre. Et au moment de la vente, si le prix a chuté par rapport à ce qu'on avait décidé, on va avoir un prix de vente sécurisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mieux, c'est de prendre sur les marchés à terme, ils proposent des assurances qui coûtent environ 4 euros de la tonne. Et par exemple, si on l'a estimé à 150 euros et qu'au moment de la vente, le blé est descendu à 130, on va avoir cette caution de 4 euros. Donc, on va réussir à le vendre 146 euros au lieu de 130 euros la tonne. Donc, ça nous fait quand même un prix de vente sécurisé. Et au contraire, s'il y a une inflation du marché, avec les 4 euros, il passe de 150 à 170 euros. On va le vendre, donc 170 euros moins les 4 euros, on va le vendre 166 euros au lieu de 150 qu'on avait prévu. Donc, l'avantage de ce marché à terme, c'est évidemment d'avoir un chiffre d'affaires sécurisé avec des prix qui sont établis. Mais l'inconvénient, c'est que c'est une contrainte puisqu'il faut tout le temps surveiller les cours et essayer d'estimer au maximum à quel moment et anticiper à quel moment le prix sera le meilleur pour vendre. Ensuite, la deuxième solution, c'est la mise en place d'un stockage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en coopérative, les frais de stockage pour une durée d'environ 6 mois sont de 4 euros de la tonne. Donc, j'ai essayé de calculer un peu un investissement dans un stockage à plat sur 240 tonnes avec un amortissement sur 15 ans. Ça nous reviendrait à peu près à 9 euros de la tonne. Le gain réalisé en ayant son stockage chez soi et le fait de pouvoir vendre à un courtier, on va gratter à peu près 5 euros de la tonne par rapport à la vente en coopérative. Donc, ce qui nous fait un total du coût de stockage à 4 euros de la tonne. Donc la question, c'est vraiment pour 4 euros de la tonne, est-ce qu'il n'est pas mieux d'investir dans du stockage que de placer ses cultures en coopérative, puisqu'on aura le même coût, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout des 15 ans, il y aura juste les frais charges opérationnelles pour stocker. Donc on y est vachement plus gagnant à faire du stockage à plat
que de laisser ta culture en coopérative pour le genre de moment où... Donc les principal avantage de la mise en place du stockage, c'est donc tout d'abord de pouvoir se positionner sur les marchés à terme. Donc essayer de garder des cultures pour les vendre au moment où on veut sur le marché à terme. Donc ce qui s'ensuit, c'est de rester maître de son prix et aussi de mieux gérer son résultat. Par exemple, si à un moment dans l'année un besoin en trésorerie se fait apparaître, on pourra vendre à ce moment-là pour récupérer de la trésorerie. Par contre, les inconvénients du stockage, c'est que ça va être une augmentation de la main-d'œuvre. Donc dans notre thématique du droit au répit, c'est quelque chose qui se réfléchit puisque ça fait quand même une augmentation du temps de travail et donc beaucoup moins de temps libre. Et c'est aussi la mise en place du stockage nécessite quand même d'être en capacité d'assumer l'investissement, donc de se rajouter une annuité en plus. Et enfin, pour finir, la dernière solution, c'est la solution la plus sûre entre guillemets, c'est d'assurer son chiffre d'affaires, donc en souscrivant auprès d'un assureur quelconque, une assurance récolte avec une option de perte de chiffre d'affaires. Donc l'option perte de chiffre d'affaires, en fait, elle va être calculée en fonction du prix observé sur le marché à terme, multiplié par le rendement historique moyen des 5 dernières années. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette option est disponible que sur les cultures de type blé de tendre d'hiver, maïs grain et colza. Donc sur l'orge, on va pas pouvoir avoir cette option en perte de chiffre d'affaires. Et on se base sur un chiffre d'affaires qu'on ne veut pas descendre en dessous. Et dès qu'on est arrivé à ce seuil-là, l'assureur va rembourser le chiffre d'affaires. Voilà en ce qui concerne les fluctuations de cours. Maintenant, je vais essayer de vous montrer un témoignage d'un agriculteur qui est soumis chaque jour et tous les ans aux fluctuations de cours et aux aléas climatiques. Bonjour monsieur. Donc, dans le cadre de ma licence agricole, professionnelle agricole, j'ai quelques questions à vous poser sur les aléas climatiques et les fluctuations des cours dans votre exploitation. Donc j'aimerais avoir votre ressenti par rapport à ça et avoir un petit témoignage pour voir dans votre exploitation comment ces choses-là se passent. D'accord. La première question que je pourrais vous poser, c'est êtes-vous souvent confronté aux aléas climatiques sur votre exploitation qui, je rappelle, est en totalité sur des céréales et des grandes cultures, il n'y a pas d'élevage? Oui, alors assez fréquemment, hein, de plus en plus maintenant même je dirais. La fréquence c'est quasiment annuel. Alors après ça dépend des cultures et de la période, au moment où le problème climatique intervient. Là ça fait 2 ans, c'est principalement situé sur fin de printemps et puis tout l'été jusqu'à l'automne. Et effectivement c'est... Vous la voyez pas là? Attends, je vais essayer. Attends, on l'a fait tout à l'heure. Là, tu la vois? C'est bon? Bonjour monsieur. Donc, dans le cadre de ma licence agricole, professionnelle agricole, j'ai quelques questions à vous poser sur les aléas climatiques et les fluctuations des cours dans votre exploitation. Donc j'aimerais avoir votre ressenti par rapport à ça et avoir un petit témoignage pour voir dans votre exploitation comment ces choses-là se passent. D'accord. La première question que je pourrais vous poser, c'est êtes-vous souvent confronté aux aléas climatiques sur votre exploitation qui, je rappelle, est en totalité sur des céréales et des grandes cultures, il n'y a pas d'élevage? Oui, alors assez fréquemment, hein, de plus en plus maintenant même je dirais. La fréquence c'est quasiment annuel. Alors après ça dépend des cultures et de la période, au moment où le problème climatique intervient. Là ça fait 2 ans, c'est principalement situé sur fin de printemps et puis tout l'été jusqu'à l'automne. Et effectivement c'est de plus en plus compliqué. Donc, par rapport à ça, pour m'assurer par rapport à ce problème-là, donc toute l'exploitation est couverte par de l'assurance récolte, qui couvre tous les dommages climatiques qui peuvent exister. Ça va de la sécheresse à l'excès d'eau, du gel et puis des frais
indemnisations de frais de ressemis également, quand les semis se font pas forcément dans de bonnes conditions et on est obligé de revoir donc l'assolement de départ et puis de passer sur une autre culture. Et le problème est de plus en plus récurrent ces dernières années, là, principalement sur le colza. Donc voilà, on essaye de se protéger comme on peut au maximum. Et parallèlement à ça, il y a également l'assurance grêle tempête qui est quasiment indispensable pour venir compléter justement cette assurance climatique, cette assurance récolte. D'accord. Donc si je comprends bien, vous essayez de vous assurer au maximum contre la sécheresse, qui est un des plus gros soucis sur l'exploitation, mais également contre des événements qui sont peu et qui arrivent, on sait, très localement, comme la grêle. Donc d'accord. Le plus gros atout pour vous protéger contre ces risques-là, c'est l'assurance, si j'ai bien compris. Oui. D'accord. Donc ensuite, je pense qu'on a répondu aux 3 premières questions que je voulais vous poser. Ensuite, en ce qui concerne la fluctuation des cours, donc on sait que les cours sont soumis à la bourse, donc évoluent de jour en jour et dépendent de l'offre et de la demande dans le monde. Alors, vous, pour vous assurer un revenu assez confortable et rentrer dans vos charges, comment faites-vous et quels moyens mettez-vous en place pour justement être moins dépendant de cette fluctuation de cours ? Alors comment on fait, c'est pas toujours simple. On essaie d'anticiper au maximum sur les ventes quand même. La première difficulté, c'est d'arriver à connaître les rendements à venir. Et ça aujourd'hui, c'est quand même relativement aléatoire. Mais dans tous les cas, j'essaye au maximum d'en m'engager. Si le prix me paraît intéressant, même je dirais 6 à 10 mois avant la récolte, j'essaie de me couvrir au moins sur une quantité minimum, dans la mesure où le prix me paraît rémunérateur. Et je dirais que même le point de départ de tout ça, c'est d'arriver à se décider, à se dire à partir de quel prix on y va, à partir de quel prix on estime, où on va arriver à couvrir nos charges et même à dégager un résultat derrière. Mais voilà, donc pour en revenir là-dessus, la difficulté c'est d'arriver à anticiper et de connaître à l'avance le rendement. Ça, aujourd'hui, c'est difficile. Après, je travaille beaucoup avec des courtiers. Donc on essaye de s'engager sur des choses où on sait qu'on n'aura pas trop de soucis, notamment sur la qualité. Parce que ça peut être un frein et ça peut être quelque chose qui vienne en gros déboucler un contrat, tout simplement, si la qualité n'est pas au rendez-vous. Sur du blé, en général, ça se passe aussi bien. Sur ce qui est maïs, tournesol, toutes ces cultures-là, du colza, on a rarement de problème. Et puis après, j'essaye dans la mesure du possible aussi de fixer des contrats à l'avance sur des cultures un peu plus spécifiques, genre des lentilles, des pois chiches, des pois protéagineux, mais des pois verts, de qualité verte. Pois jaunes aussi également pour l'alimentation humaine, donc c'est souvent des marchés qui sont assez restreints et pour lesquels il est quand même, disons, recommandé d'avoir un contrat bouclé à l'avance avec un prix fixé et une quantité également, et une période d'exécution. Souvent, c'est des contrats qui comment je dirais, s'exécutent à bonne arrivée de la récolte. C'est quand même relativement assez souple, aussi bien pour l'acheteur que pour le producteur et le vendeur. Donc voilà, grosso modo, je dirais le seul levier qu'on a aujourd'hui de pallier à ces fluctuations de prix. Mais bon, après il y a d'autres outils, je sais, marché à terme, des choses comme ça, mais dans tous les cas, il faut engager aussi des quantités, des volumes. Donc la grosse difficulté, elle est là. Après, une fois que c'est récolté, c'est différent. Quand c'est récolté, on sait ce qu'on a, donc là, on ne part pas sur les mêmes bases.
Derrière ça, il y a des périodes dans l'année où on a des gros besoins d'entrée de trésorerie, auquel cas on essaye de caler des volumes de vente sur ces périodes-là. Après, voilà, les périodes de vente et le moment où on décide de vendre pour faire partir sur cette période, le prix n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Parfois il est mieux, parfois il est moins bien, donc c'est pas tout à fait simple. Mais bon, on a cette contrainte où derrière on est obligé de quand même de faire bouillir la marmite et il faut faire rentrer de l'argent, donc à un moment on n'a pas le choix. D'accord. Donc si je peux résumer un peu votre intervention, dans la mesure des fluctuations des cours, vous recommanderiez quand même un stockage en fer plutôt qu'une vente directe à la moisson? Voilà, oui, c'est vrai que je ne vais pas développer sur ce point de vue-là, mais pour arriver à travailler de cette manière, le stockage c'est indispensable. C'est indispensable et avoir une autonomie de stockage, je dirais à 80-90% de son produit, c'est indissociable. Hein. Sans ça, on ne peut pas le faire. D'accord. Donc pour conclure un peu, moi ce que je peux retenir de l'intervention, c'est que grande culture rime forcément avec de l'assurance pour tout ce qui est grêle et sécheresse et tous les événements climatiques, et un stockage aussi nécessaire pour être justement rester maître de ses prix. Alors pour la sécheresse, je ne l'ai pas détaillé, mais nous on a la chance d'avoir du délégation. Donc de ce côté-là déjà, c'est une assurance quelque part, sauf pour l'année dernière où avec les restrictions, malgré l'irrigation, on avait tellement de restrictions sur les événements tôt que l'irrigation ne suffisait pas, notamment sur le maïs, à compenser le gros pépin climatique l'année dernière encore, c'est la sécheresse et les gros bouchons qu'on a eu dans l'été. D'accord. Donc vraiment, même en ayant cette sécurité de l'irrigation, il était quand même nécessaire d'avoir une assurance, assurance récolte. Je veux dire, pour le maïs 2019, sans assurance récolte, c'était catastrophique, hein, parce que l'irrigation tournait, au lieu de tourner 24 heures sur 24, on n'était qu'à moitié temps, 12 heures sur, enfin, la moitié du temps, 12 heures sur 24. Donc en fait, on a plus ni moins amené que la moitié de ce qu'on aurait dû amener en eau pour les maïs. Et derrière, la mauvaise récolte s'en est suivie. Eh bien, je vous remercie, monsieur. Merci de m'avoir répondu. Et puis, j'espère se revoir rapidement, voir si la situation évolue. Donc voilà, donc c'était le témoignage de l'agriculteur. Donc maintenant, je vais laisser la main à Bérénice, notre jockey animatrice, pour qu'elle puisse organiser et répondre aux questions si vous en avez. Bonjour à tous. Donc, nous avons une question de Monsieur Bernard Delavie qui est la suivante. En 2016, comment cette année se caractérise? Aujourd'hui, peut-on se protéger pour éviter le même effet que 2016? Alors, on va repasser. Donc, on va repasser la parole. Là. Ah, c'est bon. C'est bon. Attends, je dois trouver Clément. Ah. Donc, nous redonnons la parole à Clément et Romain. Romain, tu veux commencer Vas-y, commence. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que 2016, ça a été le mélange des deux. Donc, très mauvaise année niveau rendement, puis très mauvaise année niveau prix. Donc, c'est pour ça que 2016 a été compliqué pour les agriculteurs. Mais après, ce genre les aléas climatiques avec les rendements, on peut difficilement les prévoir, mais on peut se protéger comme Romain nous l'a expliqué.
Après, c'est vrai que quand ces deux phénomènes-là se combinent, c'est très compliqué, voire impossible de réussir à s'en sortir si on n'est pas assuré. Hein. Romain, si tu veux. Okay. Tu as déjà tout résumé à peu près, mais oui, ça reste quand même une année assez compliquée. Alors, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Nous allons donc passer la parole au groupe suivant, à Eva et Lucie, pour les attentes sociétales. Alors, il y a France qui a une question. France, vous avez la parole. Merci. Ma petite question, c'était qu'est-ce qui est le plus intéressant pour lutter contre la fluctuation des cours, s'en prémunir le plus possible? Il n'y a pas de méthode miracle. Est-ce que c'est le système potentiel que vous avez évoqué, la diversification? Qu'est-ce qui… quand je pense diversification, c'est des cultures moins soumises aux aléas. Voilà. Votre avis, hein, c'est pas une question piège, c'est juste une première réflexion. À mon avis, oui, ça va être pallié sur différentes cultures pour jouer sur justement ces cours. Par exemple, c'est parce que si on n'a que 3 cultures, et admettons que qu'il n'y en ait que 2, il y en ait justement 2 cultures sur 3 qui soient vraiment basses et que par rapport à notre prééquilibre qu'on vendrait en dessous de ce que ça pourrait nous coûter, de ce que ça nous reviendrait. C'est pour ça que, entre autres, il vaut mieux jouer sur plusieurs cultures. Merci. Si je peux me permettre encore une petite intervention, j'ai bien apprécié votre présentation à tous les deux. Juste une petite remarque, hein, mais c'est juste pour la prochaine fois que ça soit encore mieux. C'est votre vidéo. Il aurait fallu prendre un petit peu des ciseaux. Hein, c'était voilà. Justement, c'est pas. Voilà, honnêtement, des moments qui étaient très percutants et des moments qui l'étaient beaucoup. Je me tais, mais c'est juste important pour vous, pour une prochaine fois, faire mieux. Hein, voilà. Sinon, à la fin, on a tendance à un peu s'assoupir, on va dire ça comme ça. C'est pas méchant de ma part, mais si vous avez à le refaire, prenez une paire de ciseaux. Voilà, merci. D'accord. Merci à Monsieur Caron. Nous passons donc la parole au second groupe. J'ai juste une question, désolée. Je sais pas comment on active les micros et je voudrais activer le micro de Lucie. Ah, putain. Là. C'est bon? Ah, c'est bon? Ouais. Excusez-moi. Il y a du monde sur la tête. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, j'espère que c'est bon. Bon. Eh bien, bonjour à tous. Donc, on va passer sur l'onglet des attentes sociétales. Donc, tout d'abord, les facteurs externes à une entreprise agricole sont nombreux. Non. Merci. Les partenaires, la fluctuation des prix ou encore l'impact des médias peuvent constituer à eux seuls une raison à l'épuisement professionnel. Depuis plusieurs années, le monde agricole souffre beaucoup de l'image qu'on lui attribue à travers les médias. Et cette dernière ne s'améliore pas avec la mutation des habitudes alimentaires et l'apparition du véganisme, par exemple, ou l'intensification des habitudes alimentaires. L'intensification des habitudes végétariennes, excusez-moi. Les pratiques agricoles font donc polémique dans une société qui se veut de plus en plus perfectionniste et douteuse de l'avenir de la planète.
Les agriculteurs nous nourrissent et nous les boycottons. Où est la logique? Nous aborderons l'impact tout d'abord des médias sur le monde agricole et l'agribashing. Dans un second temps, nous parlerons de la PAC, facteur externe, mais dont les agriculteurs sont très dépendants. Donc, le monde agricole face aux attentes sociétales, l'agriculture a toujours été au cœur de débats et l'est de plus en plus avec le changement des attentes sociétales. Le mode de consommation évolue et les consommateurs sont de plus en plus vigilants vis-à-vis à ce qu'ils achètent. La proximité, le respect des pratiques qu'ils jugent bonnes, telles que le bien-être animal, le respect de l'environnement ou encore la production biologique, bio, sont devenues des valeurs importantes. Les agriculteurs doivent produire en cohérence avec ces nouvelles valeurs fortes et certains en profitent pour valoriser leurs produits au maximum. Des polémiques sont faites autour des agriculteurs et ne cessent d'éclater, faisant le tour de la France, voire du monde, en fonction de certains médias. Donc, comment faire face à cela quand on est agriculteur? Comment se défendre face à des accusations qui ternissent l'image de l'agriculture? Les agriculteurs doivent apprendre à se défendre seuls ou à plusieurs en diffusant une bonne image de leur travail. Donc pour parler des médias, un média c'est un support qui permet de diffuser une information. Donc on distingue plusieurs médias, donc notamment la télévision, Internet, la presse écrite ou encore la radio. Donc ça touche une grande partie de la population et ça rend l'information accessible pour tous. Donc certains médias se spécialisent dans un thème, ce qui touche un peu moins de personnes en fonction de la spécialité sur laquelle ils s'attardent. Et concernant la presse agricole, elle est lue principalement par des personnes du monde agricole ou des professionnels du monde agricole. Donc ça limite un petit peu la diffusion de l'information. On vous a mis des exemples de journaux agricoles, donc, comme La France agricole ou Réussir grande culture ou Réussir les. Et donc ces derniers permettent de diffuser une information ou des témoignages d'agriculteurs. En plus de ça, on a aussi des reportages ou des interviews qui sont diffusés à la télé et qui permettent à la population de se créer une image du monde agricole. Donc les médias ont une influence très forte et ils arrivent à façonner des idées et à orienter la pensée des consommateurs. Et des fois, ils vont même jusqu'à guider les modes de consommation ou les modes de vie. Donc on peut parler de propagande de la part de certains médias, puisque des fois tout est calculé pour diriger l'opinion du consommateur. Donc avec le développement d'Internet, on peut dire que c'est le média maintenant le plus utilisé, suivi de la télévision. Et les médias donc, sont utilisés par tous et en fonction de la tranche d'âge. Donc ils diffèrent. Par exemple, les plus de 60 ans utilisent beaucoup plus la presse écrite que les jeunes de 18 à 30 ans par exemple. On va maintenant vous parler de l'agribashing. Donc, qu'est-ce que l'agribashing? Donc, l'agribashing désigne la critique du mode de production agricole conventionnel en France. Il renvoie à un présupposé dénigrement systématique du secteur agricole, selon la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Donc, dans le domaine de l'élevage, les mouvements prospéritaires tels que les L214 ont clairement marqué des points entraînant une hausse de véganisme et un boom des produits végétaux à base de soja. On critique le système agricole et ses pratiques générales en dénonçant l'utilisation de produits phytosanitaires ou l'élevage intensif, par exemple. En boycottant ces pratiques, quelles qu'elles soient, le monde agricole a dû s'adapter et changer son mode de réflexion et de fonctionnement. Par exemple, ils ont dû réduire ou même carrément ne plus faire de glyphosate. C'est l'herbicide le plus utilisé en agriculture. Donc aujourd'hui, on relie beaucoup l'utilisation des pesticides à la santé du consommateur, en plus du respect de l'environnement. Et les médias se sont intéressés à cette problématique et ont présenté surtout l'agriculture biologique, qui est jugée maintenant comme modèle quasiment idéal et qui est enviée par les consommateurs qui sont soucieux de leur santé. En revanche, ce n'est pas la seule pratique qui est respectueuse de la biodiversité et aussi des consommateurs. Donc malheureusement, les consommateurs ont tendance à croire que si le produit n'est pas bio, il est beaucoup moins bon pour leur santé. On va vous parler de la PAC. Donc, qu'est-ce que la PAC? C'est la politique agricole commune.
Elle existe depuis les années 60. Celle-ci est un ensemble d'aides versées aux agriculteurs européens. Donc son objectif de départ était de nourrir la France à la sortie de la guerre. L'objectif a été atteint dans les années 1970 et la France est autosuffisante. Donc cependant, celle-ci va soutenir l'agriculture industrielle plus tard et productive et très polluante. Aujourd'hui, l'agriculture française n'est plus dans cette optique-là et on incite à des pratiques respectueuses et à des produits de qualité. Pour faire simple, la PAC consiste à soutenir l'ensemble des filières agricoles et orienter les aides agricoles en faveur de l'élevage, de l'emploi, de l'installation et de nouveaux agriculteurs et de la performance à la fois économique, environnementale et sociétale des territoires ruraux. Donc les aides de la PAC sont divisées en deux parties, comme vous pouvez le voir. Il y a les aides couplées à la production, donc les aides aux ovins, les aides protéagineux, etc. L'organisation commune du marché, les paiements verts, paiements redistributifs. Elles représentent 70% des aides. Elles sont financées à 100% par l'Union européenne. Le deuxième pilier, c'est mesures de développement rural, donc aide à la conversion ou au maintien de l'agriculture bio. Ce sont des aides complémentaires qui représentent 30% des aides globales. Elles sont financées par le FEDER et cofinancées par les États membres. De nombreuses réformes ont eu lieu afin d'améliorer la PAC et de s'orienter vers des principes plus écologiques, s'assurer une sécurité sanitaire et avoir une agriculture européenne plus concurrentielle. La prochaine en vue doit avoir lieu en 2021 et la PAC est réformée environ tous les 5 ans. Donc les agris sont dépendants des aides PAC, assez dépendants des aides PAC, et on estime qu'ils représentent environ 47% du revenu des agriculteurs. Et justement, le monde agricole dénonce cette dépendance aux aides. Donc, ce qu'en pensent les agriculteurs, les agriculteurs ont envie que leur travail soit jugé à sa juste valeur. Pour cela, il est important d'informer les consommateurs. Ils n'ont pas d'autre choix de faire face à des associations voulant abolir l'élevage ou noircir l'image de leur travail que de faire leurs preuves. La stratégie efficace des associations telles que la L214 pourrait les décourager. Pourtant, les agriculteurs estiment avoir une bataille et pas la guerre. Même si pour eux, la communication se fera sur le long terme pour revaloriser l'image de l'agriculture, ils doivent accepter que certaines pratiques ne sont plus adaptées, reconnaître leurs erreurs et expliquer comment les réparer. Les différentes filières agricoles sont touchées, mais l'élevage reste celle qui doit faire face à le plus de critiques vis-à-vis des consommateurs. Les agriculteurs se mobilisent pour témoigner sur leurs pratiques et leur travail en général. Avec une communication positive, on peut redorer l'image de l'agriculture française. Faire des vidéos, s'exprimer dans les journaux sur ses pratiques, son organisation ou encore ses ateliers, participer à un reportage diffusé à la télévision. C'est ce que font aujourd'hui les agriculteurs. Voilà pour pallier aux critiques. Donc, ils sont persuadés que quelqu'un qui s'exprime et partage son quotidien est plus crédible aux yeux de la population. La communication est un facteur clé pour se faire connaître et prouver aux consommateurs que l'agriculture est aussi peut-être aussi très respectueuse. Donc le monde agricole doit communiquer, doit plus communiquer et mieux communiquer selon les professionnels et du monde agricole et de la communication pour pouvoir faire le poids face aux critiques qui sont plutôt décourageantes. Et donc ils doivent continuer de se battre sur du long terme en partageant leurs techniques et leurs méthodes de travail. Avant la conclusion, on va vous passer la vidéo. Oui. Eva, tu peux me redonner Pardon. la main juste pour que je fasse mon partage d'écran, s'il te plaît. T'es prête ou pas de ton côté? Ouais, c'est bon. Attends, C'est bon. C'est bon? Bah normalement c'est bon. 1, 2, 3. Attention, t'entends? Oh, ah non!
T'entends Lucie ou pas? Oui, c'est bon. Tim Latras, 29 ans, agriculteur sur la commune de Ternan dans le sud de la Nièvre, actuellement 130 hectares. N'entends pas? SAU, son C'est en avant. Diva Charlet. La suite est totalement agressée. Une partie culture avec 20 hectares de céréales en autoconsommation. Concrètement, lors de mon installation, les médias ne sont pas intervenus. Simplement, à l'aboutissement du projet, ils ont fait leur travail de publication, de libération du terrain, d'actes de vente, de cession de parts, de création d'entreprise. Actuellement, non. Aucun média, j'ai un abonnement pour aucun média, pour diverses raisons. La première, déjà, je n'ai pas spécialement le temps à consacrer à la lecture de journaux. Et puis après, dans un second temps, il y a le coût qui se présente une certaine somme à l'année. Voilà. Le jour d'aujourd'hui, en cette période de crise qu'on traverse dans ce contexte économique, pour moi, les médias donnent une image complètement négative de l'agriculture et des agriculteurs en particulier. Lorsque j'ai besoin d'informations un peu plus particulières, j'utilise Internet. Sinon, je fais appel à mes techniciens, c'est leur métier. Et j'ai des réponses complètes. Les décisions, non, c'est moi qui les prends. Ensuite, des idées de projets peut-être pour le futur, oui. La période de confinement, pour nous, ça n'a pas spécialement changé notre quotidien. Il a juste fallu s'adapter au niveau de l'approvisionnement en matières premières, en divers unités. Voilà. Donc, du coup, pardon, je vais peut-être remettre le diapo. Tu peux me redonner la main, Lucie? C'est bon. Donc, du coup, on vient d'entendre le témoignage d'un agriculteur. Et donc, il dénonce un petit peu le fait que les médias n'aident pas le monde agricole et la difficulté des agriculteurs à répondre aux attentes sociétales. Et il trouve donc décourageant de voir que son travail n'est pas approuvé et même boycotté, alors qu'être agriculteur, c'est plus une passion qu'un métier. Voilà. Faut qu'on redonne la main au gentil animateur ou pas? Je veux vous remercier aussi d'avoir écouté attentivement notre vidéo et notre oral, tout simplement. Voilà. Attends, Eva, je le fais. Bah, attends, je vais essayer de... Faut que tu redonnes à Bérénice. Que j'active son micro ou que je lui... Non, faut que tu redonnes la main à Bérénice. Normalement, c'est bon. Non, c'est pas bon. On t'entend pas, Bérénice, faut que tu mettes ton micro. Merci les filles pour votre présentation. Nous avons des questions qui sont arrivées. Donc, je vais laisser Pauline les poser. Donc, plusieurs questions par Monsieur Bernard Delavie.
vous dites que les agriculteurs sont dépendants des aides PAC, mais combien la PAC représente en pourcent en moyenne du chiffre d'affaires? Bonne question. Non, mais je pense que ça dépend du type de... Après, ouais, ils sont dépendants. etc., hein, enfin, il y a des exploitations qui sont beaucoup plus dépendantes que d'autres. Il y en a qui veulent évoluer en fonction des aides qu'ils donnent et que ça leur permet d'évoluer ou non sur différentes choses mais beaucoup essayent de faire évoluer leur structure en fonction de ce qui arrive. Je sais pas comment on peut l'expliquer. Non, mais en fonction des exploitations et des productions qui sont réalisées, c'est sûr que ça va pas du tout être la même proportion. Alors, si je peux me permettre, la question, c'était que vous avez exprimé le pourcentage de PAC par rapport à l'EBE, éventuellement. Mais il faut aussi le rapporter par rapport au pourcentage du chiffre d'affaires. Il faut voir l'impact de la PAC au niveau des entreprises agricoles. Après, il ne faut surtout pas que les agriculteurs aient honte, entre guillemets, de toucher de la PAC. Ah non, c'est même pas comme ça qu'on veut le dire. Hein. Au contraire, quand vous indiquez que grosso modo 81% de son revenu c'est la PAC, non, 60. 60 si vous voulez, est-ce que si vous dites que la PAC... 47%, vous avez dit combien là? 47% dans certaines exploitations, c'est plus de 50% du revenu. Mais globalement, si vous donnez le chiffre, vous dire, ben voilà, ça représente 10 ou 20% du chiffre d'affaires, voilà, on est à 10%, j'allais dire, de subventions entre Européens et globalement, on ne coûte pas si cher que ça à la société. Tandis que si vous dites que globalement 50% du revenu vient de l'Europe, on pourrait dire que globalement, on est soutenu par l'Europe. Parce que nous, on a la transparence des espaces. Vous pouvez couper les micros, monsieur? Je peux couper les micros. Celui de Coralie, au moins. Ah non, moi je peux rien couper. Quelqu'un peut couper le micro de Coralie? Merci. C'est bon. Il y a d'autres questions? Oui, il y en a plein, parce que Pierre-Yves en a quand même. Vous les lisez dans le... Alors, selon vous, comment pourrait-on mieux communiquer? J'ai envie de répondre que des associations existent déjà pour essayer de défendre un peu l'agriculture, etc. Il faudrait peut-être qu'ils soient plus dans les associations et essayer de trouver des financements, des partenaires pour pouvoir communiquer plus sur tout ça. Même ce genre de réunion, etc., là, on aurait été dans le... Enfin, ça se serait passé peut-être plus comme ça devait se passer, on aurait peut-être pu mieux informer plus de personnes, quoi. Troisième question de Monsieur Bernard Delavie. Qui finance, selon vous, L214? Les donations? Les GAFA. Et puis, c'est aussi... Non, mais c'est des dons. Bah oui, mais il y a... Enfin, peut-être qu'eux, ils ont directement des gens qui savent communiquer et à l'intérieur de leur... je sais pas comment... de leur groupe. De leur organisation. Comment? Alors, pour info, normalement, toutes les associations sont quand même, on va dire, plus ou moins subventionnées, entre guillemets, par les GAFA. J'ai entendu la réponse. Hein. Voilà. Et par des dons aussi. Hein. Mais c'est fortement soutenu par les GAFA. Bon, il y a une remarque de Léon, donc c'est peut-être pas être intéressant de la lire. Oui, mais je crois que Bérénice, ça veut dire. Il n'est pas d'accord. Pas d'accord, oui. Dire qu'en mettant le ratio de la PAC chiffre d'affaires, on pourrait faire passer l'idée que les agris ne coûtent pas cher à l'Europe puisque nous n'avons pas la représentation du chiffre d'affaires de chaque entreprise. Les groupes industriels subventionnent également la L214 afin plus de produits dits naturels. Oui.
Alors, la question qui reste en suspens, j'aimerais bien quand même que votre groupe, parce qu'on a un peu de temps malgré tout, hein, il est 10 heures. Et vous avez posé une question, faut-il avoir honte d'être agriculteur? Clairement non. Bah, justement, quels sont les moyens de communication déployés par la profession agricole pour allez, je vais être méchant, mais pour se promouvoir comme ferait L214 ou autre? Vous pouvez recommencer votre question. Quels sont les moyens de communication qu'utilisent les agriculteurs, Ouais. la profession agricole, pour se promouvoir un petit peu comme L214? Ou alors, je vais retourner la question, comment L214 se fait connaître et attire les médias? Les réseaux sociaux. Ouais, il n'y a pas que ça, à mon avis. Il y a tout ce qui... la télé, ils se font connaître aussi sur les médias, quoi. Alors, la télé, je suis d'accord. Ils arrivent à avoir des... je sais pas comment ils font pour dire... En gros, ils appellent les médias, les gros médias tels que TF1, France 2, etc. pour pouvoir montrer ce qui se passe, par exemple, dans les abattoirs, parce que ça met pas du tout en avant non plus l'agriculture. Et voilà. Ils arrivent, je sais pas, à avoir des... Peut-être aussi que c'est dû à leur financement, leur source de financement, qui sont les GAFA, où on peut retrouver des personnes qui sont imposantes et qui font passer des images un petit peu partout sans avoir besoin de financement ou quoi que ce soit. Sur YouTube, ça passe, de la publicité sur les... oui, c'est ce que j'ai dit, Internet. Alors, pensez à un média qui est souvent dégrillé dans le monde agricole, mais qui globalement redore un petit peu l'image de l'agriculture. Les médias exprès pour Une émission particulière. L'amour est dans le pré. N'empêche. Oui, l'amour est dans le pré, ils montrent ce qu'ils ont envie de montrer, j'ai envie de vous dire. Non, mais c'est surtout qu'ils montrent qu'au final, un agriculteur, les agriculteurs sont souvent seuls, alors que c'est pas forcément vrai. Exactement. Il y a ça, c'est fait que pour le monde agricole, l'amour est dans le pré. Pour les autres professions, c'est pas fait du tout. Alors... Du coup, ils dénigrent, mais à la fois, entre guillemets, mettre en avant en disant que c'est pesant d'être seul, parce qu'ils le disent, les gars de l'amour est dans le pré. Oui, mais ça... À votre avis, vous ne croyez pas que ça permet éventuellement d'avoir une émission qui représente un peu l'agriculture, qui fait voir un peu ce que peut être l'agriculture malgré tout? Parce que regardez bien sur toutes les émissions, est-ce qu'à un moment donné, il y a des émissions spécialisées agricole, monde agricole? Oui, sur la 2, il y a peu de temps sur l'agriculture. Oui, non, mais pas des émissions. Et c'est des témoignages d'agriculture. Alors moi, je ne sais pas, je vous pose la question. Quels devraient être les moyens que devraient utiliser les agriculteurs pour lutter contre cette puissance médiatique? Peut-être montrer tous les jours, un peu faire des... Je ne sais pas si vous connaissez les vlogs. Non mais c'est vrai, c'est bête, mais genre c'est essayer de montrer un peu tout ce qu'ils font chaque jour. Voilà, ils se lèvent tous les matins, je veux dire, c'est comme quelqu'un de normal, sauf qu'il va s'occuper de ses champs, quoi, ou de ses vaches, ou de ses moutons, ou de ses... je veux dire, c'est pas facile, quoi. Et puis, pour montrer que, voilà, et même si on montre que, il y a de l'élevage intensif, ou je ne sais trop quoi, où il n'y a pas le respect de certaines choses, et je sais pas comment l'expliquer, moi. Je suis nulle à ça. Non, mais oui, le fait de promouvoir, de montrer comment ils produisent, etc. C'est la meilleure façon pour pallier à toutes les critiques. Via Internet, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup les réseaux sociaux, faut dire ce qu'il est. Via Internet, via les médias, par exemple, la France agricole, etc. Il y a des témoignages dedans d'agriculteurs. Alors, a priori, la France agricole, c'est lu que par des professionnels, quoi. Ouais, et généralement, quand vous regardez les articles dans les journaux normaux, entre guillemets, on va dire, c'est soit pour démonter l'agriculture, soit pour prôner une certaine agriculture. Oui, mais on ne va pas forcer des gens qui ne s'intéressent pas à ça à lire les journaux agricoles.
Ah oui, mais moi je vous pose la question, c'est justement pour ce risque agribashing, comment on pourrait faire? Là, c'est ce qu'on vient de vous dire, de témoignages, Oui, mais faire aussi un journal que tout le monde puisse lire, quoi. Pas faire que pour les professionnels, faire un truc, je sais pas, le monde, enfin je sais pas quoi, le monde agricole ou l'agriculture ou je sais pas comme titre, mais que tout le monde puisse acheter et lire et s'informer de ce qui se passe et de la réalité, on va dire, tout simplement. En fait, l'agribashing part du principe qu'on va faire pleurer la ménagère. D'accord? On va lui montrer des trucs qui font mal. Okay? Il faut essayer de trouver un moyen pour faire pleurer la ménagère, mais sur le sort des agriculteurs, pas sur le sort des animaux. Si on veut être très très excessif, il faut jouer sur les mêmes outils. Lorsque L214. L214, merci. Passe des images d'abattoirs où on voit des animaux maltraités. L'objectif, c'est de choquer. L'objectif, c'est de faire mal. Mais même si ça existe une fois sur toute la France, et ben voilà, ça y est, l'image, elle est lancée. Ben, il faut essayer de faire la même chose, mais dans l'autre sens. Si je prends l'exemple typique, là on est sur, grosso modo, une journée pour essayer de limiter les suicides. On en parle souvent des suicides des agriculteurs. Pourtant, typiquement, il y en a 1 ou 2 par jour. Bah déjà de plus en plus. Non, on n'en parle pas parce que c'est un peu ce monde où il ne faut pas le dire, quoi. Non, mais c'est un peu ça, quoi. Faut pas le dire. Ça, c'est pas que les agriculteurs, hein. Enfin, c'est général, non? Je ne sais rien, mais... Oui. Souvenez-vous, il y a quelque temps, lorsque il y a eu dans cette grande entreprise qui est Orange, un nombre de suicides énorme. Ça a quand même fait la une des journaux, il y a eu un procès, il y a eu énormément de choses. Là, on a réagi. Alors pourquoi on réagit pour des commerciaux de chez Orange? On ne réagit pas pour des agriculteurs? Bah parce qu'ils ne le disent pas. Il y a eu des témoignages il y a peu de temps, c'était sur la même émission de France 2 que j'ai regardé, c'était des dames qui étaient en couple avec des agriculteurs et 5 minutes avant elles étaient avec et 5 minutes après il n'était plus là le monsieur. Oui. Donc d'un autre côté il y en a qui arrivent à en parler, mais d'un autre côté c'est des sujets un peu tabous parce que c'est le côté financier, le côté j'ai un peu besoin d'aide et dans ce... Enfin, moi je sais pas, je côtoie quelques agriculteurs, le côté aide, avoir besoin d'aide, non ils n'ont pas besoin d'aide, alors qu'en réalité ils ont besoin d'aide. Enfin, ils veulent pas le dire, quoi. C'est ça le truc. Si je peux me permettre, je suis assez d'accord avec Lucie sur ce point-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à un monde de taiseux qui a du mal à appeler à l'aide. Oui, ça, c'est sûr. Alors après, il faut pas généraliser parce qu'on a tendance à dire les agriculteurs. J'ai discuté avec des agriculteurs hier. Moi, je ne connais pas les agriculteurs. Je connais des agriculteurs. Vous comprenez la différence, c'est-à-dire que les agriculteurs, c'est quand même des centaines de milliers de personnes, même si leur pourcentage dans la population diminue en permanence. Mais ils ont tous des modes de fonctionnement différents et on ne peut pas comparer tous les systèmes, on ne peut pas comparer tous les agriculteurs. Donc, il y a des énormes différences. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que d'une manière générale, ils sont tous assez blessés, ils sont tous assez meurtris par cette agribashing. Et puis, quant à la façon de réagir, elle est toujours complexe, puisque l'agriculture, comme je le disais à l'instant, c'est vaste. Est-ce qu'il y a des arguments percutants? Je ne sais pas, hein, c'est compliqué. En tous les cas, il y a un mot que j'ai vu tout à l'heure dans votre document qui m'a bien plu. C'est le mot propagande. Parce que c'est un mot qui est utilisé en général par toutes les parties. Souvent, on a ce qu'on appelle communication, que ce soit d'un bord comme de l'autre, c'est de la propagande. De la communication, elle se fait dans les deux sens. La propagande, elle se fait dans un seul sens, avec une volonté de convaincre. Voilà, la communication, il y a aussi cette volonté de convaincre, mais en tous les cas, ça ne marchera que quand il y aura un échange. Il y aura, voilà, et moi, les cas que je constate où la pression baisse, c'est quand les deux parties essayent de communiquer. En fait, souvent sur l'agriculture, il y a une vision
Il y a un très bon article qui a été écrit là, il y a quelques jours sur le sujet. Alors, ce n'est pas l'agriculture, mais c'est le monde rural, mais c'est la même chose. Il y a une vision idéalisée de ce monde rural, surtout en ce moment après le Covid-19. En fait, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont malheureux, il y a des gens qui ont des faibles revenus, et ça existe beaucoup dans le monde rural. Donc, il va falloir essayer d'objectiver les choses. Les émotions sont une chose importante, et il ne faut pas les nier. Voilà. Il faut à la fois de la rationalité et des émotions dans la communication. Et souvent, on utilise soit l'un, soit l'autre. Mais des propos objectifs, ça n'existe pas. Voilà, je vais être trop bavard, donc je vais m'arrêter là. Mais en tous les cas, il y a besoin d'un système explicatif et d'essayer d'arrêter d'idéaliser les choses. Voilà. Merci. Je redonne la main à Bérénice. Parce que le timing étant le timing, il faut passer au troisième groupe. Donc nous allons passer au troisième groupe, qui est le coût de l'installation. Je vais passer la parole quand je l'aurai, à Baptiste. Attends, je te nomme animateur, pardon, excuse-moi. Voilà. Baptiste. Allez. Bien, bonjour à tous. C'est bon, tu peux y aller. Donc, j'espère que ça n'a pas trop de glitch. Eh bien donc, bonjour à tous. Donc, Luc Vivier et moi-même, Baptiste Valta, allons vous présenter et parler du coût d'installation, qui est l'un des principaux facteurs de la mise en difficulté des installations agricoles, en particulier. Donc, le coût d'installation. Qu'est-ce que le coût d'installation? D'une part, donc, ça se caractérise par l'achat ou la cession d'une exploitation et donc par des emprunts élevés au départ, qui mettent déjà, premièrement, une charge importante sur le dos de l'agriculteur. Baptiste, j'ai qu'un écran gris, alors j'espère que tout le monde n'a pas l'écran. Si. Veuillez déplacer cette fenêtre loin de l'application partagée. Là, vous avez... C'est mieux, là? Eh bien là, on a ton PowerPoint et là, on a un écran gris. T'as pas deux écrans? Non. Eh bien, ça veut dire qu'il faut que tu centres ton option d'affichage sur la partie, la bonne partie. Et on voit qu'il est juste à côté. On a fait comme ça, alors? Là, dès que je mets en plein écran, ça merde. Eh bien, fais comme ça. Si on peut pas, tant pis. Excusez-moi, mais... Vous voyez là, c'est bon? Je continue? Oui, ça ira. On va dire que ça va aller. Donc, j'en étais donc à dire, du coup, je sais plus. C'est-à-dire, donc, on se met déjà une charge importante sur le dos, et voilà, j'en étais là. Et donc, ce lourd emprunt va donc mettre en difficulté, d'une part, l'agriculteur qui s'installe, et puis tout ce qui tourne autour. Donc, déjà pour s'installer, donc pourquoi on a décidé de s'installer? Donc, c'est vraiment un projet qui est à réfléchir en amont. Donc, c'est parce que ce n'est pas le fait d'acheter une voiture ou une maison, c'est vraiment un projet d'une vie. Donc voilà, donc c'est un projet qui est bien à réfléchir et qui était à réfléchir bien avant l'installation. Donc voilà, donc je vais passer la parole à Luc Vivier qui va vous présenter les différentes causes de ces installations élevées. Luc, tu es là? Tu lui donnes la main, il faut le nommer animateur. Bah sinon, parce que là, sinon je le mets, moi je vais tourner les diapos, je vais juste le donner
Ah, enfin. Oui, mais on n'a que l'écran de Baptiste. Mais moi, il m'a juste donné le micro, je suis pas en animateur. Je gère Voilà. le diapo, d'accord? Voilà. Allez. Donc, dans ce diaporama, on va vous présenter les causes et les conséquences du phénomène du coût d'installation élevé et vous apporter quelques solutions des ébauches de solutions qu'on aurait trouvées. Baptiste? Oui, vous m'entendez? Oui, mais il faut avancer. Ah oui, ça tente. C'est bon. Donc, les causes du coût d'installation trop élevé. Donc, le principal facteur de l'augmentation des coûts d'installation, c'est l'augmentation de la pression foncière dans l'ensemble de l'hexagone, sur l'ensemble de l'hexagone. Donc, avec le prix des terres, donc on peut le voir juste à la suite, là, en montrant vite fait le graphique. Donc, c'est un graphique qui montre l'évolution des prix en France de 1994 à 2016. Donc, avec une hausse, comme on le voit, qui est de 2000 € en 20 ans. Donc, on voit qu'aussi la courbe a tendance à nettement augmenter, et même dans les années à venir, elle augmentera encore. Donc, un prix du foncier qui ne cesse d'augmenter, donc les prix de reprise d'exploitation en augmentation. Donc, qu'est-ce qui en découle? Ça sera l'augmentation de l'installation plus l'augmentation des annuités que l'agriculteur aura lors de son installation. Tu me remets la diapo ou pas? Donc, on hausse des annuités lors de ces coûts d'installation. Étant donné que les prix augmentent, le cédant demande plus d'argent. Donc, on voit aussi les transmissions hors cadre familial. Il y a moins en moins d'enfants d'agriculteurs qui s'installent. On voit qu'il y a beaucoup moins de jeunes qui s'installent. C'est vraiment une minorité qui s'installe. Souvent, la prise d'exploitation, ce sont les voisins qui ont déjà des hectares et qui reprennent l'exploitation. Donc souvent, lors de cette transmission-là, les transactions, ça ressemble à quoi? C'est le cédant qui va rechercher au plus offrant. Donc c'est un peu les enchères, même s'il y a des associations qui essaient de contrôler le prix des terres comme la SAFER. Ensuite, les causes, c'est qu'à un moment, les banques prêtent des fois trop facilement aux agriculteurs. On a vu, surtout dans le milieu de l'élevage, où il y a pas mal d'agriculteurs qui se sont lancés dans des projets énormes avec plusieurs millions à rembourser, puis au final, ça ne marche plus. Donc, vraiment, il faudrait que après, maintenant avec le coronavirus, étant donné qu'il y a une crise économique, peut-être que les banques vont se méfier de plus en plus. Ça a à voir. Il y a aussi les mauvais suivis globalement dans un projet d'installation. Si l'agriculteur est mal renseigné ou même mal suivi dans son dossier d'installation, il n'a pas assez de raisonnement, s'il se retrouve assez seul dans son projet d'installation, il ne pourra pas avoir une ouverture d'esprit avec le raisonnement d'autres partenaires du para-agricole qui pourraient lui dire « Tiens, tu pourrais penser à ci, à cela » ou « Fais attention parce que là, c'est peut-être pas viable ». Si on est passé… donc c'est vraiment un manque de raisonnement et un mauvais suivi qui peut être la cause d'un coût d'installation trop élevé. Et dans la mise en marche d'un projet qui n'est pas viable. Donc, ok, merci Luc. Donc moi maintenant je vais vous parler des conséquences. Voilà. Donc, je vais vous parler des conséquences d'une installation élevée. Donc avec un fort coût d'installation, donc ça va engendrer moins d'installation de jeunes, comme Luc vient de vous parler. Donc pourquoi? Parce que on a travaillé un jeune qui s'installe ou alors qui sort de l'école et qui a travaillé que quelques années dans le parc agricole ou à l'extérieur n'a pas forcément les ressources et les garanties pour reprendre une exploitation viable. C'est pourquoi ce sont souvent des agrandissements d'exploitation et des installations et peu d'installations. Donc ensuite, on a une obligation de résultat sur notre exploitation parce que les annuités élevées vont induire des remboursements obligatoires de par la banque. Voilà, donc une obligation de résultat. Et ces lourdes annuités vont avoir pour conséquence une pression morale et physique sur l'exploitant parce que ce dernier doit obtenir du résultat en étant d'une part bon techniquement
sur les phases de travail du sol, de semis et de récolte, et également bon équipement. Et donc cette pression au niveau de la technique va avoir une forte sensibilité du risque économique, ce qui n'est pas facile à gérer dans des phases d'installation, parce qu'on n'a pas forcément de marge de sécurité pour faire face donc, aux diminutions de rendement ou aux diminutions de prix d'achat des céréales qui sont, comme l'a dit notre collègue tout à l'heure, sur les fluctuations des prix, qui n'est pas facile à anticiper. Donc, les ébauches de nos solutions. Donc, je vais commencer à dire pareil. Donc, le fait de rechercher des associations, des associés pour diminuer les coûts d'installation. Donc, travailler à plusieurs sur une même entreprise. Après, il faut voir avec l'agriculteur comment il fonctionne lui, si dans ses recherches, il est capable de travailler avec plusieurs personnes. Ça, c'est encore à voir avec la personnalité de l'agriculteur. Donc, ça va faire un test du MBT qu'on avait fait mis en classe. Ça serait pas trop mal pour savoir si ça marche. Ensuite, se fixer vraiment une limite de reprise en amont. C'est vraiment se fixer un prix de reprise où on n'ira pas au-dessus parce que on est capable de dire bon, on peut aller au-dessus, mais si c'est pour au final que le projet ne soit pas viable, ça ne sert à rien. Si c'est juste pour faire parler les voisins en disant j'ai repris une ferme à 1 million d'euros et qu'au final on n'arrive pas à se sortir, ça ne sert à rien. Ensuite, on est possible de chercher un partenaire pour le financement, donc des appels à projets ou des investisseurs investissent dans un foncier et nous en même temps on va se profiter de ce foncier-là pour pouvoir vivre étant donné qu'on va monter l'entreprise dessus. Ça c'est possible, mais assez rare quand même. Et aussi on le verra par la suite dans le témoignage de Morgane Pelletier, pour notre vidéo, notre agriculteur. Ce qu'il a vraiment ciblé, c'est vraiment avoir un accompagnement nickel dans un dossier d'installation. Donc pour avoir un dossier ficelé, étant donné que c'est compliqué maintenant, il dit d'avoir des juristes, d'avoir des banquiers derrière soi, d'avoir la chambre d'agriculture, d'avoir un conseiller de gestion pour savoir vraiment où on met les pieds et qu'une fois qu'ils nous disent tous qu'on peut y aller, c'est que pour prendre confiance vraiment en lui. Donc vraiment, si on n'a pas de bon accompagnement, on peut se lancer dans un projet où on va directement dans le mur. Ensuite, si par la suite on a un coût d'installation qui est trop élevé, comme nous ont parlé Clément tout à l'heure dans la fluctuation des cours, le fait de souscrire des assurances chiffre d'affaires et récolte, donc pour minimiser le coût le risque des aléas climatiques, etc. C'est vraiment pour pallier, étant donné qu'on doit répondre à des annuités assez conséquentes, il est nécessaire de s'assurer de pouvoir les rembourser tous les ans. Donc là, maintenant, on voit que beaucoup d'agriculteurs ne souscrivent pas à ces assurances-là, mais quand on voit pour une assurance récolte, on a droit à des subventions suivant les souscriptions d'assurance qu'on a. On voit qu'en assurance, globalement avec les aides PAC, on arrive à une assurance qui nous coûte environ 20-25 € par hectare, la moitié d'un prix d'un herbicide. C'est pas qu'un herbicide qu'on assurera le rendement, alors qu'une assurance récolte permet vraiment de nous sécuriser en cas de coût d'installation trop élevé. Si on doit répondre à des annuités, à des fortes annuités, cela nous permettra d'assurer d'autres chiffres. Donc, merci Luc. Donc moi je vais vous présenter, si le dépôt est arrivé, voilà. Donc, un exemple de reprise économique d'une exploitation. Je vais vous montrer un petit peu une façon différente d'approcher une rentabilité d'exploitation et savoir jusqu'à quel montant on peut aller sur cette exploitation pour pouvoir en vivre. Donc voilà, donc on va partir des produits totaux de l'exploitation, donc du chiffre d'affaires global. Ensuite, on va déduire donc les charges opérationnelles, que sont donc les charges d'engrais, les charges de produits phytosanitaires, les charges de semences. Ensuite, on va encore une fois induire toutes les charges de structure, donc ça peut être les charges de mécanisation, les charges de foncier avec le fermage, les charges de frais financiers, les charges de bâtiment. Et donc tout ça va nous amener à un EBE moyen sur l'exploitation. Donc aujourd'hui, là, on peut partir sur un EBE de 400 € par hectare, donc c'est déjà un bon EBE. Ensuite, on va enlever les prélèvements privés, donc la rémunération de l'exploitant, du jeune installé ou du usager. Donc j'ai pris 100 € de l'hectare qui reprend un SMIC environ sur l'exploitation, soit 15 000 € par an. Et donc on va se laisser une petite marge de sécurité de 50 € par hectare pour, en cas de coup dur, pouvoir pallier à des baisses de prix ou des baisses de rendement sur toujours cette exploitation.
Donc ça nous amène à avoir donc une annuité potentielle maximum de 250 € par hectare, qui multiplié par les 150 hectares de l'exploitation nous amène à une annuité maximale de près de 38 000 €. Donc si cette annuité on la multiplie par les 15 ou 20 ans, ici 15 ans d'installation, on arrive à un prêt de près de 550 000 €, même un petit peu plus. Donc voilà, donc c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, sur une exploitation de cette taille-là, avec cette rentabilité-là, on peut aller jusqu'à 550-560 000 € d'investissement au départ pour l'achat de l'exploitation ou la cession. Donc il faut essayer de ne pas monter au-dessus pour avoir une bonne marge de sécurité restante et des prélèvements privés moyens qui bien sûr ne sont pas des milliers des cents, mais c'est déjà la base pour commencer. Voilà, donc nous allons vous montrer une petite vidéo d'un jeune agriculteur qui vient de s'installer dans le Loiret, donc près d'Orléans. Tu me passes le. Faut que tu me mettes. Mais la vidéo, c'est pas la. Non, ça c'est un problème de transmission avec Zoom, mais d'ici demain, vous aurez bien trouvé la solution. Je sais pas. En fait, l'ordinateur envoie le son et le micro de l'ordinateur reprend le son de l'ordinateur, c'est ça? Ouais, il faut faire des essais. On verra. Faut prendre une enceinte sinon. On commencera par cette vidéo demain, comme ça fera la transition. Ok. Très bien. Donc, vous redonnez la parole, je ne sais pas qui. Bérénice. Il faut qu'au moins Bérénice ait le temps de... Attendez, voilà. Baptiste, donne-leur la parole. C'est bon. Merci. Donc, merci à tous. On va procéder aux questions. Donc, une question de Monsieur Bernard Delavie. Comment peut-on évaluer le prix d'une exploitation? Aujourd'hui, il existe plusieurs méthodes pour évaluer l'exploitation. Donc, on peut faire appel à des experts. Attends, je vais prendre le relais, Baptiste. Tu n'entends pas, Baptiste? Tu captes mal. Là, Donc, on peut, comme il disait, on peut faire appel à des experts au niveau agricole, donc ils vont expertiser l'ensemble de l'exploitation, que ce soit les bâtiments, le foncier, même la maison d'habitation si elle est dans la vente. Donc, même après l'expert matériel, ça sera peut-être différent, ça sera peut-être un expert d'une concession, etc., qui sera là à une estimation. Ensuite, tout ça, ils analysent tout ça, puis au final, ça donne un prix d'une exploitation. Pour un... C'est bon ou pas là? Ouais, c'est bon. Là. Tu veux rajouter d'autres choses, Baptiste, ou pas? Après, donc voilà, premièrement, il y a soit des organismes, donc là, des experts fonciers, ou alors le concessionnaire. On peut faire appel à notre concessionnaire pour pour évaluer la valeur des matériels existants sur l'exploitation en fonction du prix d'achat du jour. Du prix d'achat en fonction des heures et des années du matériel. Donc voilà comment on évalue une exploitation. Alors pour info, il y a trois grands types d'évaluation, mais il y a la valeur patrimoniale et la valeur économique de l'exploitation. Il faut faire un compromis, parce que de toute façon, après, c'est l'offre et la demande qui va faire que... mais qu'est-ce qui... Alors, pour compléter ma question, c'est, vous l'avez dit, mais j'aimerais bien quand même que vous le redisiez, parce que à quel moment l'agriculteur doit se dire non, je ne vais pas acheter? Au moment où il ne peut plus se tirer de salaire. Au moment où l'annuité est égale à l'EBE, quoi. Dès lors qu'il ne peut pas vivre de son exploitation, il n'y a pas lieu de s'installer. Oui, si c'est pour travailler pour la gloire, pour dire on est plus gros que les voisins, ça ne sert à rien. Si c'est pour pas avoir de salaire en plus. Ok. Ça vous va? Même dès lors que la marge de sécurité est négative, si on a des prélèvements moyens, je parle
Bon, à partir de 15 000 euros, donc un SMIC, quoi. Dès lors qu'on n'a pas de marge de sécurité supplémentaire, au cas où, ça serait déjà juste, quoi. Alors peut-être que là, les animatrices pourraient peut-être rebondir sur la question, j'ai vu de Pierre-Yves. Oui. Pourquoi c'est ça-là? Oui, je pense. Pourquoi le prix du foncier a-t-il augmenté si l'activité agricole est difficile et peu attirante? Alors, on sait que, moi j'ai pu travailler en banque, et on peut voir que un banquier est moins réticent à financer un projet agricole qu'un projet, qu'un projet professionnel, qu'un commerçant. Parce qu'on sait qu'en agriculture, on a quand même des capitaux assez élevés et des capitaux, on va dire, fixes, comme du foncier ou des bois, qui est quand même une valeur sûre aujourd'hui. Et donc qui permet on va dire qu'il y a des garanties derrière et qui permettent aux banquiers de retrouver ses billes, si je peux dire, en cas de problème sur l'exploitation. En général, un exploitant qui fait faillite, alors après on sait très bien, ça dépend du montant, mais en général, avec les capitaux qu'il a, il arrive à peu près à rembourser sa dette, quoi. Il y a quand même du foncier derrière, du capital qui est pas négligeable et qui coûte de la valeur. Il y a de la valeur. Mais c'est aussi que le prix du foncier il a augmenté d'année en année parce que après on dit que l'activité agricole est difficile et peu attirante, mais ça dépend des régions. Parce que dans les régions où il y a des régions où la pression foncière, la terre n'est pas très élevée parce que là-haut l'agriculture ce sont des chiffres d'affaires qui sont des entreprises qui tournent avec des petits chiffres d'affaires, etc., où ils arrivent à vivre avec leur chiffre d'affaires, mais c'est vraiment petit. Quand on va dans une région céréalière, dans le nord, etc., là, c'est des régions où le niveau financier, ça va très très bien, comme dans le triangle d'or, entre trois villes, le Cambrai, je ne sais plus quoi, où l'hectare, on peut arriver à 30 000 euros l'hectare. C'est que l'activité agricole là-haut, on peut sortir beaucoup de chiffres, donc l'activité aussi agricole, elle monte. Donc quand même, là-haut, on dit peu attirant dans la question, sauf que là-haut, c'est très attirant, justement. C'est suivant la région où on est. C'est vraiment suivant la région où on est. Donc dans ces régions-là, le prix foncier il est en nette augmentation, on arrive à des prix fous. Et après, on est dans des régions où le prix n'augmente pas forcément. Je sais pas, chez Monsieur Delavie, les hectares en Creuse sont peut-être pas aussi élevés que dans la plaine de Caen ou je ne sais où. Donc ça dépend de la région où on est, mais le prix foncier augmente parce que l'activité agricole est moins difficile dans ces régions-là et attirant. Alors, pour vous donner une ordre d'idée, le prix des terres agricoles a augmenté entre 2 et 4% d'une façon nationale en moyenne. Ce qui veut dire que ça attire aussi des investisseurs. Il vaut mieux investir dans des terres que de passer sur un livret A à 0,50 ou 0,75%. Voilà. Et que ça vient concurrencer, en fin de compte, ceux qui sont là pour faire de la gestion patrimoniale et ceux qui sont là pour utiliser l'outil. Par contre, peut-être que, parce que je vous ai posé une autre question en clair, c'était comment on peut financer ou trouver des moyens de financer pour le jeune agriculteur. Au lieu que ce soit le jeune agriculteur qui s'endette, il y a peut-être d'autres solutions. La familiale. Oui, mais le prêt familial, c'est pas lui, c'est sa famille, ça revient au même. Hein. Ah, j'ai cru la femme idéale, moi. Ah non. Ah, non, ça il aurait pu le dire aussi, mais... Non, il y a des prêts familiales. Alors, aussi, on peut faire des appels à projets où on se fait financer son projet. On peut faire ça. Oui, alors peut-être qu'il faut peut-être passer la parole à Léon, parce que hier, il nous a exposé un moyen qu'il faut peut-être promouvoir aussi. Léon. Il faut lui donner la parole à Léon. Et il est là, je le vois. Léon, à toi. Hier, dans le cadre du projet du projet 24 heures, on a parlé du GFA mutuel. Alors, la différence du GFA groupement foncier agricole, sur le GFA mutuel, le principe, c'est que l'agriculteur va faire appel à des investisseurs français, peu importe, des investisseurs qui veulent investir dans la terre, mais pour avoir un rendement. Pour les investisseurs, c'est un placement sur du moyen long terme, dans l'idée. De ce placement, eux, ils vont tirer
Pour faire simple, il crée le GFA avec donc des associés qui souhaitent investir. Le GFA détient les terres et les loue à l'agriculteur qui va petit à petit racheter des parts de GFA pour récupérer sa terre. Ça lui évite de s'endetter. Alors par contre, il paye des fermages au GFA tant qu'il est locataire des terres, tant qu'il n'a pas récupéré toutes les parts du GFA. Et pour les investisseurs de l'autre côté, ça peut être intéressant par rapport à des placements bancaires aujourd'hui. Alors c'est sur du long terme. On dit, voilà, vous mettez tant d'argent, donc vous avez tant de parts de GFA. Donc vous allez avoir tant d'euros de fermage qui vont vous revenir tous les ans. Plus, c'est noté dans les statuts de GFA au moment de la création d'entreprise, vous avez une revalorisation des parts de GFA chaque année. C'est-à-dire que l'agriculteur, il va peut-être avoir vendu 60 parts à 1 000 €, mais quand il va vouloir les racheter 10 ans après, elles sont peut-être passées à 1 050, pour donner une idée. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir à s'endetter plus qu'on ne l'est déjà au moment où il y a des terres qui se vendent, soit pour une installation ou pour par la suite quelqu'un qui est locataire, les terres se vendent, il veut pas les perdre, il veut les acheter mais il n'en a pas la capacité. Ça permet de rester exploitant de la terre et d'acheter petit à petit le foncier sans avoir la pression d'acheter maintenant, de faire un emprunt, d'aller emprunter à je ne sais qui, etc. Je ne sais pas si j'étais un peu clair, depuis hier ça s'embrouille. Non, l'idée des GFA mutuels, c'est peut-être quelque chose qui émerge en ce moment, mais ça évite aussi, parce que là, globalement, un jeune agriculteur devrait avoir un taux d'endettement de combien à ne pas dépasser? Est-ce que ma question n'est pas bonne? Tout dépend de la structure. N'importe. Aujourd'hui, un jeune qui s'installe, on arrive à 80%, 90%. 90%, c'est quelque chose qui est durable ou pas? Ah non, il faut que ça baisse au fil des années. Au départ, c'est sûr. Ça diminue. Et là, au bout de l'emprunt, normalement, on doit être en dessous de 50%, 40% d'endettement. Oui, mais au rythme de croisière, on doit arriver au moins des 50%, oui, au 30, 40, 40%. C'est-à-dire que pour vous, un jeune agriculteur peut être endetté 80% pendant 25 ans sans que ça pose un problème. Non, mais au fur et à mesure du temps, il va quand même, j'espère pour lui, créer du résultat des exercices. Ouais. Il va donc lui diminuer son taux d'endettement, augmenter ses capitaux propres. Alors, je vais poser une autre question. Est-ce qu'un jeune agriculteur doit acheter sa terre? Aujourd'hui, s'il en a des moyens, s'il a les moyens, oui. Après, ça dépend quel prix. Ça dépend vraiment du contexte aussi dans lequel on est. Est-ce que pour vous, l'achat de terre est un élément incontournable, ou est-ce qu'il ne peut pas faire un bail, un certain bail? On est toujours dans le... On parle comme ça quand mon grand-père disait « J'aurais dû acheter ça il y a 40 ans, j'aurais dû acheter ça parce que là ça a pris de la valeur. » Maintenant on en est toujours pareil, on peut se dire j'ai raté, à notre âge, de toute façon on est en train de dire « J'aurais dû racheter ça » et on sera dans 40 ans, on va dire « Ouais, j'aurais acheté ça, on aurait gagné ça. » Donc là il faut prendre ça aussi en compte, qu'il y a une augmentation foncière qui est toujours visible tous les ans. Du moins sur 10 ans on arrive à voir, ou même sur 20 ans on a vu que ça a pris 2 000 €. La personne qui a acheté, je ne sais pas, 100 hectares en 94, et qu'au final ça en vaut 2 000 € de plus, je pense que ça vaut le coup quand même. Vous avez regardé les prix, votre belle courbe de prix? Oui, je vous redonne la parole, Bérénice, c'est pas de problème. La courbe de prix des hectares, est-ce que il y a eu éventuellement, il y a France aussi, non, je ne sais pas, qui lève le bras. Est-ce que les prix des terres se sont envolés depuis... Est-ce qu'il n'y a pas connu une croissance énorme depuis quelque peu de temps, ou pendant un temps ça a stagné? Non, ça dépend vraiment, parce qu'il y a eu un moment entre 2000 et 2010 où le prix des terres était plus cher qu'entre 2010 et 2015, et après c'est reparti dans certaines régions. Voilà. Donc ça a fait vraiment une fluctuation. Où à un moment on était monté vraiment haut, on est redescendu, et là on est en train de repiquer pour remonter. Après, là, tout dépend des régions. Hein. Nous, on est dans le département de Lyon et du Loiret, donc en culture céréalière principalement.
Là, on est dans des périodes de grosse pression foncière avec des prix qui s'envolent, qui s'enflamment. Une installation, aujourd'hui, là, ça commence à être compliqué. Il faut avoir des grosses... Oui, et là, c'est ma dernière question. Promis. Justement, est-ce que lorsqu'on arrive à certains seuils, se dire ben non, vaut mieux pas que je m'installe parce que si je m'installe, je suis pas sûr de survivre. Morgane, dans notre interview, il le dit. Il dit j'aurais été dans mon projet d'installation, un banquier m'aurait dit ou un conseiller ou une personne de la chambre m'aurait dit que ça aurait été compliqué, il ne serait pas installé. Il n'aurait pas poussé le projet à aller plus loin. C'est ce qu'il dit que c'est ce qu'il va. Si vous le verrez demain si ça marche. Mais c'est ce qu'il nous dit, c'est que lui, il comptait vraiment sur le suivi de son projet pour éviter de se lancer dans un truc au final où il galère toute sa vie. Ouais. Merci, au revoir. Bérénice. Pardon. Bah, c'était pour vous prévenir qu'il était 10h59, donc je suis maître du temps et je m'exprime. Je sais pas, il y avait des questions qui étaient peut-être intéressantes. Ouais, faut-il améliorer la formation des futurs agriculteurs? C'était pas mal. Moi, j'aime bien celle de Pierre-Yves. Faut-il améliorer les formations des futurs agriculteurs? Et ben justement, on le voit au fil des années, au fil comment on appelle ça, des générations, où la formation des agriculteurs est en nette augmentation, parce qu'à chaque fois qu'on pose des questions, vous faites quoi vous voulez faire quoi comme métier? On dit agriculteur. Vous avez besoin de faire des études pour faire ça? Donc c'est toujours comme ça qu'on nous parle. Et on leur dit oui, maintenant le métier a changé, il y a différents risques qu'on doit arriver à traiter nous-mêmes, etc. Donc la formation là maintenant, je pense qu'elle est c'est sûr qu'elle est meilleure qu'il y a 30 ans, mais je pense qu'elle est optimale maintenant, la formation des agriculteurs. Des jeunes pour s'installer en agriculture. C'est quel niveau à ton avis? C'est avoir la connaissance de le maximum de choses, la formation nous permet d'avoir une ouverture d'esprit globale sur tout le système agricole, tout ce qui l'entoure, tout ce qui peut être fait. Oui, mais ne pas être enfermé sur ce que papa ou papy a fait, avoir une ouverture d'esprit, en apprendre davantage et voir que peut-être que l'agriculture biologique ou l'agriculture de conservation que le voisin fait, c'est peut-être pas plus mal qu'une agriculture conventionnelle. Voilà, donc ça reste à voir et c'est de par l'école qu'on la découvre. Si on reste chez nous, on travaille avec papa, on ne découvrira jamais ces nouvelles méthodes. Je pense que la formation elle est déjà bonne comme ça. Mais là, vous êtes en licence. Est-ce qu'en niveau bac, ça vous aurait suffi? Je vous pose la question. Après, justement, j'en vois des jeunes j'ai un voisin où son fils il dit je ferai mon bac pro et j'arrête. Alors moi je lui dis vaudrait mieux que tu continues tes études, etc. pour te former, pour que tu apprennes. Après ça dépend de la mentalité de la personne. Même aujourd'hui, on ne sait pas si on fera agriculteur toute notre vie, enfin je l'espère parce que c'est quand même notre passion. Mais si jamais il arrive un coup dur, on aura toujours une carte, une deuxième carte pour pouvoir par exemple aller travailler, je sais pas, au CERF France ou en banque ou dans le agricole. Comment? Ministre de l'Agriculture, on ne sait pas. Oui. Ouais, pourquoi pas? On ne sait jamais, il y a des places de libre. Alors, dans la formation, est-ce qu'à votre avis, et là je m'adresse peut-être à tout le monde, qu'est-ce qu'il faut privilégier, la technique ou la gestion? Les deux. Oui, les deux. Faire les deux. La sensibilité au risque, c'est vraiment bien. Ça, c'est parce que dès qu'on est en BTS, on ne prend pas en compte. On dit, c'est vraiment. Moi, en BTS, on ne faisait pas trop attention. La licence, ça me permet de vraiment m'ouvrir à faire attention à plein de choses maintenant. D'accord. Ça, c'est le côté pommade. Je te remercie. Oui, c'est ça. Non, mais sinon, je ne serais pas là. Sinon, je serais dans mon tracteur. Alors. Après, est-ce qu'il y avait d'autres questions ou pas? Je ne sais plus. Non, les questions ont été toutes posées. Voilà. Oui, Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Bérénice, elle avait la main. Franz, il lève la main. Alors, il aimerait bien avoir la parole, je pense, Franz. Il n'aura pas. Vas-y, vous pouvez parler, monsieur. Monsieur Caron. Qui a dit ça? Je ne l'ai pas entendu. C'est moi. C'est Julien. Bon, plus sérieusement,
Oui, pour répondre à toutes ces questions, tout est multifactoriel. Et puis alors, peut-être parce que c'est mon job, donc forcément, je vais rajouter mon grain de sel, mais il y a plusieurs choses. Je pense que la formation continue, c'est aussi quelque chose qui est important. Je suis d'accord avec Luc quand il dit, en effet, en licence pro, on a plutôt un bon niveau de formation. Ok, ça, je suis d'accord. Hein, je ne dis surtout pas le contraire de ce que vous avez dit, mais après, il va falloir continuer à se former. Vous parliez de la gestion des risques tout à l'heure. Bon, tant mieux, vous avez fait la bonne licence, celle qu'il fallait pour ça, et c'est un facteur important pour l'avenir. J'étais avec un groupe d'agriculteurs hier et qui avait des projets, et donc on a parlé gestion des risques justement. Par contre, cette formation gestion des risques qu'avec Bernard on a essayé de mettre en place plusieurs fois, on s'est un petit peu cassé le nez. Donc vous avez raison aussi de dire qu'il y a l'ouverture d'esprit. Vous avez parlé de technique, vous avez parlé d'économique, alors forcément moi je rajoute mon grain de sel en disant qu'il y a aussi le côté humain. Vous avez parlé du MBTI tout à l'heure, probablement pour me faire plaisir, mais plus sérieusement, oui, il y a cet aspect ouverture sur autre chose, et la formation continue, ça veut dire que rien n'est jamais acquis. C'est ça surtout qu'il faudrait avoir en tête, y compris pour vous. Hein. Ça ne remet pas en cause votre niveau de formation, et voilà, mais c'est vraiment important d'être multiparamètre. C'est ça qui, pour moi, fait la réussite. Voilà. Alors, je vois un ancien de mes stagiaires, mais je ne sais pas s'il m'entend, parce qu'il était sur son tracteur, il doit être sur son quad. Il est à l'envers, là. Et là, il est à l'envers, parce que lui, il a quand même une installation particulière. C'est-à-dire qu'il a, et je pense que son témoignage aurait pu être intéressant, mais je ne sais pas s'il peut m'entendre, c'est qu'il s'est installé en minimisant au maximum les investissements. C'est-à-dire qu'il est en système ovin, avec 1000 brebis, si mes souvenirs sont bons, tout en plein air intégral et quasiment pas d'investissement en matériel, etc. Bon, maintenant qu'il est devenu riche, si vous m'entendez, il pourrait râler, et je crois qu'il a investi dans un bâtiment. Mais ça fait 5 ou 6 ans ou 7 ans. Vous voyez, l'approche dans cette partie d'installation, je la trouvais relativement intéressante, c'est-à-dire qu'on peut s'installer sans… alors, Guylain, tu ne m'entends pas, je pense. Il faut lui donner la parole. Et il faut lui donner la parole. Qui peut lui donner la parole à Guylain? C'est Guylain Laporte-Mani. Et s'il veut bien témoigner, parce que je trouve que son installation était… non, c'est bon, il peut témoigner. Ouais. Je lui ai donné la parole. Bon, Guylain, tu as la parole. Oui, tu peux. Oui, j'entends, ça y est. Voilà, merci. Bonjour. Bonjour. Ouais, donc en fait tout est dit, hein, l'installation 1000 brebis tout en plein air intégral pour minimiser les charges à fond. Du matériel tout à fait adapté pour les connaisseurs. Voilà. Ensuite j'ai suivi la réunion depuis mon tracteur, donc effectivement j'ai pas tout bien suivi. Voilà. C'était simplement pour dire, dans ton cursus d'installation, puisque tu as une installation qui est quand même… Bon, tu as repris une installation, j'allais dire un bien familial, mais ta stratégie étant au départ de minimiser tous les coûts et toutes les charges. Son plus gros investissement, c'est le quad et la petite bétaillère qui va derrière, pour vous donner un ordre d'idée. Et le chien. Et les chiens, parce qu'il doit en avoir plusieurs. Donc… Et voilà, et que maintenant qu'il est devenu un peu plus riche, à la dernière, il devait construire un bâtiment. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas. Voilà, il est fait un bâtiment de 400 mètres carrés pour engraisser les agneaux dans de meilleures conditions, parce qu'avant on faisait ça dans les vieilles granges et du coup il y avait une très mauvaise ambiance qui ne favorisait pas l'engraissement. Donc on a investi dans un bâtiment pas cher qu'on a monté nous-mêmes et qui nous a coûté 30 000 € pour les 400 mètres carrés et qui nous permet maintenant de travailler dans de bonnes conditions sur l'engraissement. Et après agnelage, de garder les brebis pendant une petite semaine à l'intérieur pour que les agneaux puissent se développer un peu avant d'aller pouvoir affronter les conditions extérieures. Et donc le bâtiment a été construit. Ça fait alors là, mais tu t'es installé il y a combien de temps déjà? Ça
fait 10 ans que je suis installé déjà. Ah mon Dieu, pour moi. Ah ouais. Vous voyez son cursus, il a commencé à investir globalement. Il y a 3 ans. Voilà. Il y a 3 ans. On s'est concentré au début sur le cheptel, du matériel. Alors, on a 3 tracteurs. Il y en a un qu'on renouvelle tous les 5 à 7 ans. Le reste, il y a le vieux Ford qui a 40 ans, je vais dire, 60. Et un vieux Sam qui a 32 ans. Donc, c'est vraiment un investissement minimum pour limiter les charges à fond et essayer d'assurer. On ne vise pas à sortir du chiffre d'affaires, on vise vraiment à assurer un EBE correct en minimisant les annuités qui vont avec. Voilà. Bon, c'est et en plus, alors pour vous le dire, il a quand même donc les moutons restent en 100% à l'extérieur et ils sont gardés par des patous et puis par une autre race de mémoire. Voilà le matin espagnol qu'on a favorisé par rapport au patou. Donc comme c'est à l'extérieur, il y a les renards et les blaireaux qui viennent se servir au moment de l'agnelage. Donc c'est énormément de prédation les premières années sur un lot sur 400 naissances. On peut aller monter jusqu'à 90 agneaux disparus, ce qui est énorme. Et il a commencé à résoudre le problème en devenant piégeur agréé. Ensuite, on a essayé de compléter la protection de nos agneaux avec des chiens. Donc, déjà parce qu'on trouvait ça marrant, on aime bien les chiens. Et en plus, pour essayer d'optimiser vraiment la protection et de comment je vais dire, essayer de gérer en amont le problème du loup qui arrive dans nos régions. Il a été vu à 15 km de chez moi dans l'Indre et il a été photographié à 30 km de chez moi en Charente. Donc on a essayé d'anticiper ce problème depuis 5 ans déjà pour embêter le moins possible. Ok, et ben je te remercie. Voilà, avec plaisir. Merci. Bérénice, à vous de conclure. Le micro à Bérénice. C'est marrant de l'avoir donné là. Alors. Bérénice. Bon, je vais conclure. Allez, ce sera mieux. Baissez la main. Bah non, normalement c'est au gentil animateur. Alors. C'est bon. C'est bon, c'est repris. Allez-y. Donc, ce webinaire touche à sa fin. Nous vous remercions de votre présence et nous remercions le travail des étudiants de l'information. Nous espérons vous retrouver demain, donc jeudi 18, de 18h à 20h, pour aborder les aspects internes à l'entreprise, au travers des thématiques telles que les investissements, la technique et sur l'exploitation et la gestion de la trésorerie. Au revoir à tous et bien sûr si vous avez des questions supplémentaires par rapport à l'intervention d'aujourd'hui, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous retrouver sur l'adresse licence.webinaire@gmail.com licence.webinaire@gmail.com. Ah, il y avait une question qui était intéressante de Julien. Non, mais je crois que c'est fini. Non, mais qui s'adressait à Baptiste et à Luc. Pensez-vous qu'il faut aller voir ailleurs avant un projet d'installation? Après, Baptiste et moi, on a fait nos études pour avoir nos études. Et dans les différentes études, on a fait des stages. Donc, les stages qui nous a permis d'aller dans des firmes qu'on n'aurait pas pu aller, par exemple chez Bayer, pour ma part. Et on a été poussé à partir à l'étranger avec notre BTS. Donc Baptiste aussi est parti à l'étranger en BTS pour voir l'agriculture là-haut. Moi, je suis parti un mois au Canada pour aller voir ce qui se passait là-haut. Maintenant, après, mon cas, c'est le projet d'installation. Il arrive vite, du coup, je ne pourrais pas aller voir ailleurs. Mais j'aurais pas pu, mon projet d'installation, en retenant 2-3 ans, je serais parti à l'étranger, je ne sais où, pour aller voir ailleurs ce qui se passe. Et après, c'est important de voir ce qui se passe ou pas. Mon père m'a toujours dit qu'il faut aller voir la misère ailleurs.
Ok, bon, bah, sur ces bonnes paroles, rendez-vous demain à 18h sur cette même chaîne, on va dire. Allez, après la pub. Après la pub, sachant que ça a été enregistré et j'espère que je vais pouvoir le mettre en ligne. Comme ça, les gens qui n'auront pas participé ou qui n'ont pas pu participer à ce premier webinaire pourront éventuellement donc, la revisionner. On vous laisse avec les cheveux de l'amour présentés par Bernard Delavie et monsieur Pierre-Richard Pontier. Allez, au revoir. Ok, au revoir.